mes chers élèves de 3e 5, aujourd'hui une vidéo dédiée à la méthode du paragraphe argumenté. Je vois d'ici l'étincelle dans vos yeux, hein. Vous qui appréciez particulièrement la méthode du paragraphe argumenté, méthode que nous avons à maintes reprises travaillée, nous allons revenir sur cette méthode, d'autant plus que je vous avais donné un sujet de paragraphe argumenté à traiter. Montrer que Berlin est un symbole de la guerre froide, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, un sujet ultra classique qui tombe très souvent. Faisons un petit point sur cette méthode. Alors, d'abord, un premier rappel. Comme je vous l'ai dit, la méthode est très importante. Autrement dit, assimiler une méthode est très utile. Pourquoi ? Parce que la méthode ou la méthodologie est en quelque sorte une feuille de route ou un mode d'emploi qui nous permet, face à un exercice, de savoir tout de suite comment il faut procéder, autrement dit, comment il faut faire étape par étape. Une méthode comporte des étapes. Regardons à nouveau la méthode du paragraphe argumenté avec ce polycope que vous avez dans votre cahier. Première étape, lorsque l'on a un sujet de paragraphe argumenté, lorsque l'on découvre un sujet de paragraphe argumenté, première étape, travail au brouillon. Analyser le sujet et construire un plan. Deuxième étape, rédiger le paragraphe argumenté. Au brouillon, on découvre donc le sujet de paragraphe argumenté tout de suite. On délimite le sujet dans le temps, bornage chronologique, date de début, date de fin. On délimite le sujet dans l'espace, bornage spatial, c'est-à-dire où, dans une ville, dans un pays, dans le monde, etc. Ensuite, tout de suite, dans le sujet, on trouve les mots-clés, les mots importants, et on les définit, toujours au brouillon. Quatrième étape de ce travail au brouillon, on reformule le sujet, c'est-à-dire qu'on réécrit le sujet sous forme de questions, ce qui nous permettra de trouver la problématique. Je rappelle que la problématique figure à la fin de l'introduction, et en fait la problématique est très utile, puisque la problématique étant la question à laquelle il faudra répondre dans le paragraphe argumenté. On ne répond qu'à la problématique. Ensuite, toujours au brouillon, trouver, lister, faire la liste des grandes idées, des grandes connaissances qu'il faudra exposer et surtout réfléchir à l'organisation de ces idées en plusieurs parties. Enfin, pour chaque partie, trouver 2 ou 3 arguments forts, connaissances et quelques exemples à l'appui. Donc, comme on l'avait dit maintes et maintes fois, la première étape se passe au brouillon. On ne commence jamais à rédiger tout de suite un paragraphe argumenté. On travaille d'abord au brouillon. Commençons par ces 3 étapes. Délimiter le sujet dans le temps, dans l'espace, trouver les mots-clés et les définir. Suivez-moi, ça se passe là-bas. J'allais oublier, évidemment, nos gestes d'usage. Dédé la grenouille nous observe. C'est parti. Alors, je vous ai dit la dernière fois un sujet ultra classique, très classique concernant la guerre froide. Lors de la dernière vidéo, nous avions déjà identifié les mots-clés, les mots importants. Il y en a 3. Berlin, symbole et guerre froide. Un petit rappel sur le mot montrer. Montrer, ça veut dire qu'il va falloir démontrer quelque chose, apporter les preuves. Alors, Berlin, symbole, guerre froide. On a dit les 2 premières étapes concernent le bornage
chronologique et spatiale. Donc la guerre froide, 1947-1991. Attention, 47-91, bornage chronologique de la guerre froide. Mais, est-ce que ce sujet traite de la guerre froide en général? Eh bien non. Ce sujet traite de Berlin dans la guerre froide. Et il va falloir démontrer, apporter que la preuve que Berlin est un symbole de la guerre froide. Commençons par définir ces trois mots-clés. Berlin, symbole, guerre froide. Concernant le bornage spatial ou la guerre froide dans le monde, avec la bipolarisation du monde, mais attention, je le répète, le sujet ne traite pas de la guerre froide en général, mais du cas de Berlin. Donc le bornage chronologique ne sera peut-être pas celui-ci. Berlin, symbole, guerre froide. Alors, donc je vous l'ai dit, on est au brouillon, on a réécrit le sujet, on entoure les mots importants, les mots-clés, on fait des flèches, bornage chronologique, bornage spatial. Au brouillon, on rappelle la définition de chacun de ces mots. Donc la guerre froide de 47 à 91, une guerre qui n'est pas militaire, mais idéologique, sans conflit armé direct entre les États-Unis et l'URSS, de par la dissuasion nucléaire. La guerre froide, c'est la bipolarisation du monde. Autrement dit, un monde divisé en deux camps. Le bloc de l'Est, l'URSS et ses alliés, le bloc de l'Ouest, les États-Unis et ses alliés. Voilà. Donc une guerre d'un genre nouveau. Maintenant, Berlin. Parce que, attention, je le répète, le sujet n'est pas la guerre froide en général. On pourrait vous donner un paragraphe argumenté sur la guerre froide en général, mais le sujet c'est Berlin dans la guerre froide. Au brouillon, on note ce qui nous vient à l'esprit concernant Berlin. Berlin, une ville divisée en zones d'occupation. Vous vous souvenez, ces fameuses zones d'occupation décidées lors de la conférence de Potsdam entre les différents vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Une ville occupée par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, comme l'Allemagne également, divisée en zones d'occupation parce qu'il s'agit de dénazifier l'Allemagne. Donc Berlin, une ville divisée en zones d'occupation. Berlin-Est. Vous pouvez faire tout ça au brouillon, comme vous voulez. Berlin-Est, occupé par l'URSS. Berlin-Ouest, divisé en trois zones d'occupation. États-Unis, Royaume-Uni et France. Une zone qui va d'ailleurs fusionner. Donc, à Berlin, dans cette ville, on a un face-à-face direct, très proche, entre l'URSS et les États-Unis. Concernant Berlin, que peut-on dire? Que s'est-il passé? Nous l'avions vu lors des différentes vidéos. Berlin, c'est deux crises. Le blocus de Berlin, 1948-1949. À l'issue de ce blocus, naissance de la RFA et de la RDA. Et puis surtout, la deuxième crise, c'est le mur de Berlin en
1961, enfin la construction du mur de Berlin en 1961. On y voit déjà un petit peu plus clair. Il s'agit d'étudier Berlin dans la guerre froide. Berlin dans la guerre froide, c'est deux crises, une ville séparée en deux, avec les deux camps qui se font face de manière très proche. Maintenant, on va s'intéresser à un autre mot qui ne fait pas partie du vocabulaire historique, le mot symbole. Alors, symbole, on trouve des synonymes, ce qui représente, ce qui explique, et peut-être, ce qui vous parlera plus, ce qui illustre. Réfléchissons. C'est un jeu à trois mots. Berlin, symbole, guerre froide. Il faut étudier Berlin dans la guerre froide et il faut montrer, apporter la preuve que Berlin est un symbole de la guerre froide. Autrement dit, on va reformuler le sujet sous forme de question et nous trouverons notre problématique. En fait, la question elle est toute simple. En quoi ou pourquoi peut-on dire, on va utiliser cette expression plus simple, pourquoi peut-on dire que la ville de Berlin illustre parfaitement ce qu'a été la guerre froide? Il n'y a pas de meilleur exemple que l'étude de la ville de Berlin pour montrer, illustrer, expliquer ce qu'a été la guerre froide. C'est pourquoi Berlin est un symbole de la guerre froide. Retournons voir notre écran. Alors, le sujet, montrer que Berlin est un symbole de la guerre froide. Nous avons délimité le sujet dans le temps, bornage chronologique. La guerre froide, c'est de 1947 à 1991. Mais le sujet, ce n'est pas la guerre froide en général, c'est Berlin. Et concernant Berlin, les dates qui vont nous intéresser, 1948-49, blocus de Berlin, et 1961, construction du mur de Berlin. Délimiter le sujet dans l'espace. Berlin, en Europe, capitale de l'Allemagne, l'ancien centre du nazisme vaincu, Berlin divisé en zones d'occupation par les vainqueurs. Ok. Trouver les mots-clés. Nous venons de le faire. Guerre froide, Berlin et symbole. Donc on a trouvé les mots-clés, on les a définis, expliqués au brouillon, et on a essayé de trouver le lien entre ces mots. En fait, il s'agit de montrer que Berlin illustre parfaitement ce qu'a été la guerre froide. Reformuler le sujet sous forme de question, nous venons de le faire. Pourquoi peut-on dire que Berlin illustre ou explique ce qu'a été la guerre froide? Autrement dit, si on veut expliquer ce qu'a été la guerre froide à une personne qui ne connaît pas le sujet, eh bien, le meilleur exemple qu'on puisse trouver, c'est l'étude de la ville de Berlin. Alors, pourquoi peut-on dire ou en quoi début de problématique un petit peu plus recherché. En quoi Berlin illustre-t-elle ce qu'a été la guerre froide ou pourquoi peut-on dire que? Ok. Trouver les grandes idées, les connaissances à expliquer. Eh bien, c'est tout simple. Première grande idée, la situation de Berlin au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Berlin divisé en zones d'occupation par les vainqueurs. On a donc dans une seule ville, dans une même ville, un face-à-face direct et très proche entre les deux camps. Le blocus de Berlin, le pont aérien mis en place par les Américains pour y faire face, et la construction du mur de Berlin, qui constitue une séparation visuelle, physique, matérielle entre deux camps, entre deux mondes. Alors, j'ai rédigé un paragraphe argumenté qu'on aurait pu rédiger de manière différente, et je vous propose deux plans. Alors, premier plan possible, deuxième plan possible. Je répète une chose très importante, regardez-moi bien, écoutez-moi bien. Je vous ai dit depuis le début de l'année que le paragraphe argumenté apparaissait pour beaucoup d'élèves en troisième comme une montagne infranchissable.
parce que beaucoup d'élèves bloquent au niveau de l'étape de l'élaboration du plan. Beaucoup d'élèves, je vous l'ai dit 1000 fois, pensent que pour un sujet de paragraphe argumenté, il n'y a qu'un seul plan possible, un unique plan. Et donc, beaucoup d'élèves bloquent à ce niveau-là parce qu'ils essayent de trouver l'unique plan possible. Je vous ai dit que ce n'était pas du tout le cas. Pour un sujet de paragraphe argumenté ou un sujet de dissertation au lycée, il y a toujours plusieurs plans possibles. La principale qualité d'un plan, c'est d'organiser ses idées avec une logique explicative. Et pour un même sujet, on peut avoir plusieurs logiques explicatives. Donc pour un même sujet, il y a toujours plusieurs plans possibles. Comment sait-on si notre plan est valable? C'est tout simple. Notre plan est valable s'il démontre de manière logique et organisée ce qu'on nous demande de démontrer. Donc il y a plusieurs plans possibles, je vous en propose 2, on aurait pu en trouver plus. Alors, premier plan possible, 3 parties, avec bien sûr l'introduction. L'introduction présente le sujet, rappelle le bornage chronologique et spatial, et à la fin de l'introduction, bien sûr, notre problématique. La problématique, c'est tout simple, c'est le sujet que l'on a reformulé sous forme de question. Alors, une introduction possible. La guerre froide est une période de très grande tension et de crise de 1947 à 1991 entre deux blocs, deux camps, que tout oppose. Le bloc occidental de l'Ouest, dirigé par les États-Unis avec ses alliés, et le bloc communiste, ou de l'Est, dirigé par l'URSS avec ses alliés. Début de la définition de guerre froide. Cette bipolarisation du monde, bipolarisation, deux pôles, deux camps, autrement dit, cette séparation du monde provoque une guerre sans conflit armé et militaire direct entre les États-Unis et l'URSS grâce à la dissuasion nucléaire. Il s'agit donc d'une guerre idéologique. Vous voyez, on donne une définition complète, mais la plus courte possible, de la guerre froide, et on enchaîne sur Berlin, puisque le centre du sujet, c'est Berlin. Il s'agit d'une guerre idéologique durant laquelle Berlin a un rôle très particulier, puisque cette ville illustre parfaitement ce qu'a été la guerre froide. Vous voyez, dans l'introduction, on approche petit à petit du cœur du sujet. Et donc, on pose notre question. Pourquoi peut-on dire que Berlin illustre ou explique parfaitement ce qu'a été la guerre froide? Et évidemment, le but, c'est de répondre à cette question dans le paragraphe argumenté. Je vous propose un premier plan en 3 parties. Tout simple. Une première partie qui explique la situation très particulière de Berlin à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Berlin, ainsi que l'Allemagne, divisées en zones d'occupation, zones occupées par les vainqueurs de la guerre. Une deuxième partie qui explique la première crise de Berlin, autrement dit le blocus de Berlin et la réponse des Américains, le pont aérien, et une troisième partie, bien sûr, qui explique les raisons de la construction du mur de Berlin. Donc un plan très simple. Que s'est-il passé à Berlin au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Comment Berlin est-elle organisée? Deuxième partie, première crise de Berlin, le blocus. Troisième partie, deuxième crise de Berlin, la construction du mur. Alors, première partie, tout simple. Partout dans le monde, les États-Unis et l'URSS se font face, mais plus particulièrement à Berlin, c'est-à-dire encore plus à Berlin. En effet, suite à la capitulation allemande le 8 mai 1945, date que vous connaissez, et suite à la conférence de Potsdam, Berlin, comme l'Allemagne, alors tout ce que j'ai mis en vert, à chaque fois ce sont les idées essentielles, en rouge les notions ou les connaissances importantes. Berlin, comme l'Allemagne, sont divisés en 4 zones d'occupation dirigées par les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni et la France, afin de dénazifier l'Allemagne. Il s'agit donc d'un face-à-face direct, très proche, à l'intérieur d'une même ville, Berlin,
qui était l'épicentre du nazisme, le nazisme vaincu, et une ville coupée en deux. De plus, on rappelle que Berlin-Ouest, occupé par le camp occidental, devient une enclave, un espace isolé au milieu de la zone soviétique, occupée par l'URSS. Souvenez-vous des cartes. Les deux camps rivalisent pour la possession de la ville, c'est-à-dire que les deux camps vont se battre, mais entre guillemets, non pas militairement, pour prendre possession entièrement de la ville. Berlin devient vite un point de mésentente, autrement dit de désaccord, de tension et de crise entre les deux blocs. Donc une première partie qui rappelle la situation très particulière de Berlin à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Dans une deuxième partie, logiquement, on évoque la première crise de Berlin. En 1948, Staline décide de bloquer toute communication entre Berlin-Ouest et la zone de l'Allemagne occupée par les Occidentaux pour prendre le contrôle de cette zone de la ville et y chasser les Occidentaux. Il organise un véritable blocus de Berlin-Ouest. Vous voyez, en vert, deuxième grande idée importante. Qui n'est plus approvisionné. Les Américains mettent alors en place un pont aérien, vous vous souvenez, des avions qui décollent en très grand nombre chaque jour, pour faire parvenir des vivres à Berlin-Ouest, afin de maintenir leur présence dans cette partie de la ville. Ce blocus, qui constitue un échec pour l'URSS, sera levé, arrêté par Staline en 1949. Cette victoire est obtenue par les Américains sans conflit armé, ce qui illustre bien ce qu'a été la guerre froide. Pas de conflit armé direct entre les deux grandes puissances URSS, États-Unis, de par la dissuasion nucléaire. Eh bien, cette victoire est obtenue par les Américains avec le pont aérien sans aucun conflit armé. Ça illustre bien ce qu'a été la guerre froide. À la suite de ce blocus, les Occidentaux donnent naissance à la RFA et l'URSS donne naissance à la RDA. Troisième partie, et dernière partie, la construction du mur de Berlin, deuxième crise de Berlin. La population de la RDA voit en la RFA et les États-Unis leur plus grande chance d'échapper au régime communiste et totalitaire installé en RDA. Pourquoi? Nous l'avions vu. Parce que la partie ouest de la ville, qui est la vitrine du monde libre, les Berlinois de l'Est, lorsqu'ils rentrent à Berlin-Ouest, eh bien, ils voient tout ce que le bloc de l'Ouest peut offrir en termes de liberté, en termes d'abondance. Eh bien, la partie ouest de la ville, la vitrine du monde libre, constitue le seul point de passage vers le bloc de l'Ouest. Mais Khrouchtchev, vous vous souvenez, Khrouchtchev, dirigeant de l'URSS depuis la mort de Staline en 1953, nous l'avons vu dans la précédente vidéo, et le dirigeant de la RDA ont un grave problème. Ils constatent que 2 millions d'Allemands et de Berlinois de l'Est fuient du côté de l'Ouest, fuient ce régime communiste et totalitaire. Pour empêcher cette fuite, troisième idée en vert, la RDA construit en 1961, en août 61, un mur entourant entièrement Berlin-Ouest pour séparer définitivement les deux camps et empêcher cette fuite des Allemands et des Berlinois de l'Est. Ce mur est appelé le mur de la honte par le bloc de l'Ouest. Mur de la honte parce que le bloc de l'Ouest, je le rappelle, affirme que le bloc de l'Est emprisonne sa population, entrave sa liberté de circuler. Ce mur devient alors infranchissable et empêche tout déplacement de personnes de Berlin-Est vers Berlin-Ouest. Lors de sa visite à Berlin-Ouest en 1963, souvenez-vous, je vous ai montré des images, Kennedy montre que ce mur n'est pas seulement une séparation entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, mais bien le symbole visible et physique, alors là j'ai fait une petite répétition, mais bien le symbole visible et physique de la séparation entre deux mondes. C'est-à-dire que partout dans le monde, il y a une séparation entre les deux blocs, mais là, cette séparation, elle prend la forme d'un mur que l'on peut toucher, palpable, physique, visuel. Et donc, en conclusion, nous revenons sur le fait que Berlin constitue un symbole de la guerre froide. Ainsi, Berlin est un symbole de la guerre froide parce qu'à Berlin, il y a un face-à-face direct, très proche, très tendu, avec des crises entre les deux blocs, mais sans conflit armé. Par exemple, le blocus de Berlin par Staline ne provoque pas de conflit armé. Et de plus, le mur de Berlin représente physiquement, visuellement, la séparation
entre deux mondes que tout oppose. Voilà un premier plan possible en 3 parties. Deuxième plan possible, 2 parties. Alors, l'introduction reste la même, mais dans ce deuxième plan, j'ai fusionné, c'est-à-dire j'ai réuni la première partie et la deuxième partie du plan précédent. Ça veut dire que dans cette deuxième partie, eh bien, j'évoque la situation très particulière de Berlin et j'évoque le blocus de Berlin. Autrement dit, dans cette première partie, eh bien, j'ai fusionné les 2 premières parties du plan précédent. Je les ai réunies. C'est possible. Alors, par contre, comme j'ai réuni les 2 premières parties du plan précédent, pour éviter que cette partie ne soit trop longue, j'ai enlevé quelques passages, j'ai enlevé quelques phrases. Et puis, dans la deuxième partie, le mur de Berlin. Le mur de Berlin constitue ici une seule et même partie, parce qu'en fait, la construction du mur de Berlin constitue la crise la plus importante de Berlin. Et ce mur est vraiment le symbole de la séparation entre deux mondes, de la bipolarisation du monde. Une conclusion identique. Voilà. Alors, on aurait pu faire un peu plus court au niveau du paragraphe argumenté. J'ai essayé de le limiter au maximum. Très vite, je vais vous envoyer ce polycope de correction. Donc, un petit rappel. La méthode, ce n'est jamais fait pour vous embêter. La méthode, c'est fait pour vous aider. C'est comme un mode d'emploi. C'est-à-dire que face à un type d'exercice, on sait tout de suite comment on doit procéder étape par étape. On ne perd pas de temps, on suit des étapes et ainsi, on est sûr de réussir l'exercice. Je rappelle également que le paragraphe argumenté en histoire-géographie en 3e est certes un exercice d'histoire ou de géographie, c'est aussi un exercice de français, puisqu'en français également, vous apprenez à organiser, à structurer vos textes avec introduction, différentes parties, etc. Ce genre d'exercice, ce genre de gymnastique intellectuelle vous servira tout au long de votre scolarité, et je serais tenté de dire, vous servira toute votre vie, parce que si vous avez assimilé cette méthode, eh bien vous êtes capable d'écrire n'importe quel texte sur n'importe quel sujet de manière structurée et de manière organisée. Très important. Mes chers élèves de 3e 5, je vais vous laisser pour aujourd'hui. La prochaine vidéo sera consacrée à la décolonisation. Je vous ai déjà envoyé les documents. Et je vous avais donné comme travail, petit sujet de réflexion, quel est le lien entre la guerre froide et la décolonisation. Eh bien, si vous avez lu les polycopes, vous vous êtes rendu compte de 2 choses. La guerre froide et la décolonisation sont 2 mouvements très puissants qui se déroulent en même temps, sur la même période, mais également 2 mouvements imbriqués. Parce que, vous avez dû le comprendre avec les documents, tous les pays africains et asiatiques qui obtiennent leur indépendance grâce à la décolonisation, eh bien, tous ces nouveaux pays indépendants vont bien sûr être courtisés par les États-Unis et par l'URSS pour appartenir à leur camp, pour appartenir à leur bloc. Décolonisation, apparition de beaucoup de nouveaux pays, et ces nouveaux pays, bien sûr, vont devoir se positionner dans cette guerre froide. Donc 2 mouvements puissants, qui se déroulent en même temps, mais 2 mouvements imbriqués. Et comme vous l'avez vu, et je finirai là-dessus, dans les polycopes que je vous ai envoyés, certains pays nouvellement indépendants suite à la décolonisation vont former ce qu'on appelle le mouvement des non-alignés. C'est-à-dire qu'ils vont refuser de s'aligner sur le bloc des États-Unis ou sur le bloc de l'URSS. Mais ce non-alignement, nous le verrons, va être très compliqué à mettre en place.
Bien, je vous laisse donc pour aujourd'hui. Hein, on continue à travailler cette semaine. Au revoir à Dédé la grenouille qui se protège avec son masque. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et bon travail.